Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Manga News, encore une fois à Japan Expo dans l'espace presse si vous voulez tout savoir. Et on a le plaisir d'accueillir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Pascal Lafine et je suis éditeur dans le groupe Delcourt. Je m'occupe de la collection Delcourt Tonkam depuis 27 ans maintenant. Aujourd'hui, ça fait vieux. C'est mon âge. Et puis je m'occupe aussi, c'est mon petit péché mignon, de la collection K-Book et de la plateforme Veritune, sur laquelle qu'on a créé il y a à peu près 2 ans maintenant. Bon, un peu plus pour la partie K-Book, puisque ça fait longtemps qu'on a commencé à acquérir des titres. À l'origine, on voulait faire que du papier. Ouais. Et puis c'est devenu une plateforme, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu moi. Ouais. Tu veux qu'on parle de quoi en premier? Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam, ouais. Ok, et après on bifurquera sur le K-Book. Exactement. Sur le Webtoon. Ok. Alors Delcourt, vas-y. Qu'est-ce que c'est Delcourt Tonkam? Quelles sont tes missions? Alors Delcourt Tonkam, c'est une ancienne, c'est l'un des tout premiers éditeurs de manga, puisque la partie Tonkam a été créée en 1994, ouais. 93, mais on va dire 1994 oui, plutôt. Voilà, avec un petit groupe de personnes qui avait une librairie qui s'appelait la librairie Tonkam. Paris. Voilà, à Paris, voilà, et on vendait des mangas japonais et en fait l'idée est venue de vouloir faire des mangas version française mais qui ressemblent à des vrais mangas. Parce qu'à l'origine, les tout premiers mangas qui sortaient en France étaient soit en format américain, puisque ça venait des États-Unis avec les comics, soit en cartonné, en sens français, etc. Donc, on voulait essayer d'introduire petit à petit le côté puriste avec des jaquettes, etc. Et en gros, on avait créé, l'idée était de créer une boîte d'édition où on essayait d'être le plus novateur possible, essayer des nouveaux genres, des nouvelles choses. Donc, du coup, dès qu'il y a... Eye, par exemple. Exactement. On a commencé par Video Girl Eye parce que il y avait Glénat et Casterman qui commençaient aussi à l'époque. Et Glénat avait été tout de suite sur Dragon Ball, Akira, bien sûr, mais on va dire plutôt Dragon Ball, voilà, qui était ce qui passait à la télé dans le Club Dorothée à l'époque. Et nous, on voulait absolument, avec le côté puriste, faire de la VO. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à un truc hyper original qui était Video Girl. Et après, on a enchaîné sur du Shiro avec Dominion. On a fait RG Veda. Et puis, comme on était dans l'idée aussi de créer, on voulait faire du shoujo. Donc, c'est pour ça qu'on a été après Fushigi Yugi pour innover, faire connaître le shoujo. Avec les jaquettes qui étaient magnifiques. Exactement, qu'on a refait après parce que, voilà. Et puis, en plus, c'était drôle parce que les gens n'arrivaient jamais à prononcer le nom Fushigi Yugi. Il y avait 10 000 noms. C'est comme pour Teuf. Ouais, les gens disaient jamais Teuf, c'était Toug, voilà. Touf, c'est borderline. Voilà, exactement. Il y en a eu beaucoup. On a fait le premier Boys Love. À chaque fois, on essayait de découvrir. On essayait essayer de garder cette idée d'amener des choses à chaque fois nouvelles. On a été les premiers à faire une jaquette un peu intégrale. C'était vraiment la ligne. Puis après, petit à petit, il y a eu d'autres éditeurs qui sont arrivés, qui ont commencé à essayer de se faire connaître un peu comme ça aussi. Mais on est resté sur cette ligne conductrice. Et puis en 2001, juste après Angoulême, c'était l'époque où on avait fait venir plein d'auteurs à Angoulême. Il y avait Iwatase, il y avait Katsura, etc. qu'on avait fait venir. Les noms de Tonkam de l'époque. Exactement. Il y a eu une sorte on va dire une séparation. D'accord. Puisque en fait, Tonkam c'était une famille à l'époque. C'était deux couples. Ils se sont séparés. Donc il y a un des couples qui est resté et qui a gardé le label Tonkam. Et le deuxième est parti chez Delcourt pour créer le label Akata. Mais du coup, qui a évolué, on va dire, en gardant le même esprit de découverte, de culture, etc. Donc, on a pris 2 chemins différents, mais en même temps identiques. Voilà, puisque, en fait, Dominique, lui, il était beaucoup plus dans on va dire, dans la découverte culture. Et moi, je suis plus dans la découverte tous les genres adultes. Voilà, parce que en connaissant bien le catalogue Tonkam, tu peux remarquer qu'il n'y a rien pour les enfants dedans. C'est vrai que... Voilà, il n'y a absolument rien pour les enfants. Parce que ça n'a jamais été la nature ni l'ADN. L'idée, c'était de faire découvrir des choses qu'on a aimées.
Voilà, et donc du coup, et pas forcément aller vers des blockbusters, des choses comme ça. L'idée, c'était, parce que ça, c'est très facile, tout le monde peut le faire, aller proposer 100 000 € pour obtenir la licence du moment. Voilà, la licence du moment. Voilà, donc c'était aussi ce truc qui faisait l'ADN de Tonkam, qui fait aussi qu'après beaucoup d'auteurs qu'on trouvait partaient chez d'autres éditeurs contre beaucoup d'argent, etc. Mais après, c'est un choix. Voilà, c'est les règles du jeu. Et donc on était parti sur 2 lignes. Et puis en 2013, Akata a commencé à penser à se séparer. Pour vivre sa vie sans Delcourt. Et comme Delcourt entre-temps avait racheté, voilà, exactement. En fait, en 2005, Delcourt a racheté Tonkam. Vous n'avez pas pris la tête pour le nom, hein? Oui, oui. Après, c'est les mêmes personnes, donc du coup, c'est un peu comme si la famille s'était retrouvée à nouveau. Voilà. Et puis du coup, en 2014, quand en fait, la partie Akata, en fait, s'est vraiment séparée. C'est Pierre Valls qui a, parce que moi je me sentais pas à l'époque de reprendre à nouveau la partie Akata. Donc c'est Pierre Valls qui est arrivé et qui a géré la partie Akata pendant un certain nombre de temps. Et puis quand Pierre Valls est parti, il y a eu des remaniements une sorte de grand remaniement dans la boîte. Delcourt Tonkam a été fusionné. Et Soleil s'est retrouvé rapproché, et il y a eu une personne qui a été désignée responsable de tout le groupe, de tout le manga. En gros. Voilà. Et donc à partir de là, on a avancé un peu comme ça. Et puis depuis l'année dernière, en fait, on a reséparé les deux. Donc c'est pour ça que là, en fait, en ce moment, il y a beaucoup de changements. Oui, c'est pour ça qu'il fallait expliquer un petit peu. Voilà, là, je suis en train de recruter toute une équipe, voilà, parce que du coup, c'était les mêmes équipes qui faisaient et Soleil et Delcourt Tonkam. Là, maintenant, ça sera vraiment deux entités séparées. Voilà, je suis en train de récupérer la gestion de pas mal de choses au niveau de Tonkam. Donc du coup, en ce moment, je suis en train d'essayer de chambouler les choses. J'ai lancé 500 réimpressions de titres qui étaient en rupture. J'essaie en fait de profiter en plus de la hype qui est en ce moment autour du manga pour essayer de reprendre pas mal de choses, de renouveler certains droits qu'on avait perdus, mais qui partent parfois pour certains chez d'autres éditeurs. Voilà, c'est un catalogue qui est riche et ça serait dommage de perdre tout ça. Donc voilà. Et puis en même temps, j'essaie de faire pas mal de projets, que ce soit autour de Jojo, où je me débat pour essayer de développer la licence Jojo avec d'autres choses. C'est déjà bien fourni, enfin voilà, une bonne mais pour l'instant, il y a que les... Non, je parle au niveau du nombre de titres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le coffret Araki, là. Qui est magnifique. Et donc, je suis en cours de plein de trucs autour de Jojo. Alors, mon rêve ultime, ça serait le grand artbook avec 3 livres à l'intérieur. Voilà, ça fait 1 an que je bosse dessus. Je rêve de pouvoir l'éditer. J'ai même été voir l'éditeur japonais qui imprime le livre pour voir s'il pouvait pas imprimer une version française. Voilà, c'est hyper compliqué. Voilà, donc j'essaie de faire pas mal de petits trucs. Après, on a beaucoup de complexité là-dedans. Des choses qu'on n'avait pas vu venir, par exemple Dragon Quest, qui est d'une complexité. Il a fallu qu'on pilonne l'intégralité de la première édition parce que la traductrice n'a pas mis Chan. Tu parles de la toute première? Non, l'édition actuelle qui a mis beaucoup de temps. Là, le 3 vient de sortir. Là, en fait, il y a eu la traductrice. En fait, comme on met pas habituellement les Chan à l'intérieur des livres, elle avait pas mis pour gommer. Elle avait pas mis Chan derrière. Donc, elle avait juste mis gommer comme voilà. Et donc, l'éditeur japonais n'a pas du tout apprécié. Ah oui, c'est pas les fans, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Donc, du coup, on a pilonné en fait pour pouvoir modifier le nom et on a réimprimé. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Beaucoup de temps. Voilà. Et puis du coup, maintenant, il s'appelle Gomé-chan. C'est dingue. S'ils avaient vu la toute première de J'ai lu... Oui, c'est vrai. Mais en fait, comme c'est eux qui nous ont donné la liste, on a 4 listes pour tous les noms. C'est eux qui ont décidé des noms des personnages, des traductions, etc. Donc du coup, on suit vraiment un schéma là-dessus. Et donc c'est très très long chaque volume à faire. Il y a beaucoup d'allers-retours, de validation, etc. pour que ça soit exactement comme eux souhaitent que ça soit. Voilà. Et par rapport à Japan Expo, il y a il y a de l'actu tout le temps, je le sais. Mais par rapport à Japan Expo, quelles sont les nouveautés, les choses qui sont mises en place sur
sur Japan Expo, sur le stand, ou alors en tout cas au niveau éditorial? Alors sur Japan Expo, comme je fais pas non plus avant-première, je suis pas forcément pour ce genre de choses. Et puis là, en fait, comme on est en restructuration, on va dire ça comme ça, c'est un peu compliqué de se lancer parce qu'il y avait des choses qu'on avait mis en chantier, qu'on a été obligé de repousser le temps de former, d'avoir cette nouvelle équipe. Voilà, donc en fait, on est sur les classiques comme Ghost Girl, Darling de Franxx, etc. Et puis, on va dire qu'à partir de septembre-octobre, on va pouvoir partir vers pas mal de nouvelles choses, de Junji Ito qui arrivent. Oui, il y a d'un côté les histoires courtes, ce qu'ils ont appelé au Japon le best-of Junji Ito, mais que nous on a appelé histoire courte, avec plein de pages couleurs, etc. Et puis c'est pas de la réédition, c'est en fait, il y a quelques inédits dedans et quelques nouveautés et quelques titres qui étaient déjà dedans, mais qu'ils ont mis soit en couleur, soit ils ont ajouté des pages couleurs, du contenu. Voilà, il y a un hommage à Umezu. Il y a mon histoire préférée avec la montagne, avec les formes où les gens rentrent dedans et restent coincés, etc. Et puis derrière, on sort en 6 volumes. C'est trop de mémoire. Patriote. On coupera, t'en fais pas. Oui, voilà. Comment il s'appelle le russe? Vladimir Poutine. Non. Tu me dis russe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça alors, je suis halluciné mince. Rasputin, d'accord. Ça y est. Voilà, ça fait alors, on prend comme si de rien n'était. Voilà. Et puis, en plus, à la fin de l'année, il y a aussi Rasputin the Patriot qui sort, qui est en fait une histoire policière en 6 volumes, scénarisée par le type qui bosse avec l'auteur de Monster, qui fait en fait tous les scénarios. Oui, tout à fait. Voilà. Je sais plus son nom, mais qui a bossé sur Pazipunk, sur Zig aussi. Voilà, oui. En fait, c'est un gros scénariste hyper populaire au Japon. Et donc, c'est lui qui a fait le scénario, parce qu'à l'époque, Junji Ito, comme c'est une histoire vraie, en partie vraie, parce que le mec, il est quand même bien imbu de lui-même, comme c'est une histoire en partie vraie, donc Junji Ito se sentait pas de le faire tout seul, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a ce scénariste qui est venu pour pouvoir faire l'adaptation. Donc, c'est un Junji Ito qui est très, 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 très différent de tous les autres Junji Ito qu'il ait fait, parce que c'est pas un truc d'horreur, c'est plus un thriller psychologique, etc. Voir ce qu'il peut faire là-dedans. Voilà, et donc je trouvais c'était intéressant parce que c'est on va dire, c'est le plus atypique de tous les Junji Ito, puisque même la déchéance de l'homme, même si c'est vrai que c'est un peu, mais ça reste quand même, il l'a transformé en un truc d'horreur. Alors que là, on est plus sur un truc un peu policier. Puis c'est marrant parce que par certains côtés, c'est drôle parce que il y a plein de choses où quand tu suis l'histoire à Carlos Ghosn, il y a plein de choses comme ça dedans qui sont assez marrantes sur la présomption d'innocence, des trucs comme ça qui sont assez intéressants, voilà, à connaître sur le système judiciaire japonais. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a Blue Box aussi qui arrive pour la nouvelle année, que j'ai pas arrêté de repousser parce que je voulais faire un truc tip top et que ça puisse sortir vraiment en début d'année et qu'il y ait beaucoup de choses qui soient faites autour. Voilà, donc en tout cas, on reprend petit à petit. Alors j'ai un catalogue j'ai acheté beaucoup de titres en fait, plus que je ne peux le sortir en réalité. Mais c'est aussi parce que voilà, avec tous ces changements qu'il y a, je voulais essayer d'avoir le choix dans mes sorties, et puis me rapprocher aussi de beaucoup de choses que j'aime. Moi, je suis un très grand fan d'isekai. Il y a l'isekai et le reste. Je crois que j'ai lu tous les isekai. Alors déjà, c'est sûr, j'ai lu tous les isekai qui sont sortis en France. D'accord. Et au Japon, j'en lis des tonnes et des tonnes. Il y a des trucs qui sont hallucinants, insortables. Un isekai. Ah oui. Un isekai. Alors, mais en comptant l'heroic fantasy, la fantasy. Donc du coup, en fait, j'en ai fait un peu ma ligne principale. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait beaucoup. Oui, j'essaie de rester sur à peu près 40% d'isekai chaque mois, parce que je sais qu'il y a plein de fans comme moi, donc je pense aussi à eux. Et puis en même temps, souvent, il y a des gens comme ça qui se détachent au Japon. Il y a un moment, c'était les médecins, c'était tous les trucs chirurgicaux. Avec Sayama Jack. Voilà, exactement. Il y a souvent en fait des courants ou les rangements dans les maisons. Il y a souvent des courants comme ça qui se détachent, mais en règle générale, les éditeurs en font 1, 2, et puis après ça s'arrête, et puis ça reste un truc, puis de temps en temps, il y en a un qui revient. Et donc je me suis dit, jusqu'à ce qu'il y ait un autre courant sur lequel je flash,
ben, je décide, je vais garder un courant principal isekai pour tous les gens qui aiment les isekai comme moi et la fantasy, d'avoir à l'intérieur de la collection une collection qui soit destinée à ces gens. Alors il y a toujours des gens pour dire encore un isekai, encore un truc d'heroic fantasy, mais je trouve ça toujours dommage à cause de la pression de 3 personnes. De dénigrer un genre. Bah oui, de toute façon, il y a du bon dans tout. Donc voilà, en fait, la première fois que j'avais connu ça, c'était à l'époque avec les Chevaliers du Zodiaque, au début des années 90, où il y avait plein de personnes qui étaient hyper fans de Chevaliers du Zodiaque, et t'avais toute une mode qui arrivait qui se moquait des gens qui aimaient les Chevaliers du Zodiaque. Oui, ça a été aussi pareil avec les Gagaboliens à l'époque, pour les gens qui étaient fans de Dragon Ball. Alors que t'as plein de personnes qui sont fans, mais du coup, on arrête de faire des choses parce qu'il y a 3 personnes qui aiment pas et qui gueulent très fort. Donc, du coup, j'essaie toujours de me battre contre ça. Voilà, exactement. J'essaie toujours de me battre contre ça, contre vent et marée, pour essayer, en fait, d'imposer les choses, parce que je pense toujours à ceux qui aiment, et je trouve que c'est dommage de punir des gens parce que voilà, exactement. Donc du coup, c'est aussi pour ça que le catalogue Delcourt Tonkam est aussi hétéroclite. D'accord. Parce que dedans, je sais qu'il y a des gens qui aiment un genre et que en fait il faut qu'ils aient la possibilité de trouver aussi. Le manga est super large. À fond. Il y a plein d'éditeurs de manga. On sort à peu près en ce moment. On est presque à 200 mangas par mois. Oui. On est en train de frôler les 200 mangas. Et en nombre d'éditeurs, on arrive à monter jusqu'à 79 éditeurs qui font au moins un manga. Regarde la liste Manga News, tu vois. Qui font au moins un titre. Et je trouve ça dommage avec un panel comme ça, que tout le monde fasse la même chose. Déjà, tout le monde se bat pour les grosses licences. Tu vois, par exemple, Dendadan, les gens se sont arrachés les tripes, se sont coupés le cerveau. C'est la licence la plus chère qui ait jamais existé de tous les temps. Jusqu'à la prochaine. Non, je pense que ça va être... il y a du boulot avant qu'on arrive à atteindre un niveau comme ça. Ceci parce que Dendadan, personne l'a vu venir. Ouais. Je veux dire, au niveau c'était pas dans le Shonen Jump, c'était un truc atypique qui a cartonné directement sur Internet. Il y a eu une hype, l'auteur était un peu nouveau, son dessin est juste magnifique, c'est incroyable. Et donc forcément, il y a eu une effervescence et tout le monde le voulait. Donc tout le monde a fait des plans promo de fou. Nous, on a été jusqu'à vouloir louer la station de métro qui n'existe pas à Paris pour pouvoir mettre des personnages fantômes qui passent à l'intérieur. Donc tout le monde a fait des plans promo. Donc j'imagine que comme Kazé l'a eu, et qu'en plus Kazé l'a pas eu avec la first option, ils l'ont eu vraiment comme tout le monde en participant aux enchères. Donc j'imagine qu'ils vont faire un truc démesuré. Voilà. Mais en même temps, j'aime ça parce que je trouve que grâce à cette effervescence et à ces promos qui sont faits, ça pousse les éditeurs à essayer d'aller plus loin, essayer des nouvelles choses, aller encore plus loin dans le manga. Et je trouve ça innover, et je trouve ça intéressant. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ce sera pas éternel, non, c'est sûr. Mais au moins ça donne une nouvelle vague de fraîcheur au manga. Et donc moi aussi en même temps, ça me permet aussi de tester d'autres choses à côté. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'essaie de... C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de JoJo, parce que toujours dans ce même courant de fans, je sais qu'il y a des gens comme moi qui sont très très fans de JoJo et qui aimeraient en avoir plus. Donc du coup, là en ce moment, je suis en train de préparer plein de trucs autour de ça, en plus du box Araki, 35e anniversaire. J'attends avec impatience tous les nouveaux trucs qui vont arriver. Il y a eu un collector aussi il y a pas longtemps. Voilà, il y en aura 2 autres qui vont arriver. C'est juste que ça s'est un peu mal passé pour le premier. Mais du coup, on est en train d'essayer de retravailler le second. Ça a été un peu long parce que on a fait des validations, parce qu'on voulait faire des marque-pages, mais qui soient des stand-up en même temps, qu'on puisse transformer avec du pliage et que ça devienne un stand-up. Voilà, pour les gens qui veulent pas le mettre dans le livre. Mais ça a été retoqué, donc on a dû revoir ça, etc. Et puis pareil pour le 3e collector, qui sera le final pour le 27. Voilà, donc en tout cas, je tente le maximum de choses possibles pour essayer sur un an là de faire plein de choses autour de JoJo, parce que je considère ça pareil pour des gens qui sont des fans. J'ai une vision qui est hyper romancée des fans de JoJo. Ouais. Pour moi, les fans de JoJo, c'est des gens qui
qui sont je pense que déjà, je trouve que c'est très compliqué de rentrer dans l'univers Jojo. Tu rentres pas facilement à l'intérieur. Et pour moi, quand tu es fan de Jojo, c'est que tu dépasses le stade de fan de manga, de simple manga. Tu es quelqu'un qui a une passion qui est c'est vrai incroyable. Que Jojo, c'est un manga de passionnés. Oui. Et puis c'est un manga qui est atypique. T'as pas deux trucs pareils. C'est des générations, ça se renouvelle sans arrêt, etc. Les pouvoirs sont dingues. Voilà, exactement. Donc du coup, effectivement, là, j'essaie de faire plein de choses dans cette lignée des trucs de fans, etc. C'est aussi pour ça que j'avais fait aussi la collection Borderline, dans l'idée, pour les gens qui aiment bien le gore et le fantastique, de pouvoir avoir des titres pour eux. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'horreur. Alors, par exemple, je dis l'horreur, mais dans le cas de Junji Ito, aujourd'hui, ça se vend comme de petits pains. Oui. Mais ça marche hyper bien. Mais Junji Ito, j'ai commencé à faire Junji Ito en 2002. Oui, je me rappelle, c'était encore Tonkam seulement. Voilà, exactement. Et Junji Ito, à part Spiral et Tomie, qui c'était hyper bien vendu, les autres, c'était... Alors, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, Frankenstein qui est sorti, la nouvelle version, en 15 jours, quelque chose comme ça, c'est vendu mieux que toute la vie du bouquin chez nous. Ouais. Donc, je trouve ça bien en même temps, même si ça a mis du temps. Mais voilà, et c'est aussi ça l'inconvénient de faire découvrir des choses, c'est que tu prends le risque d'avoir quelque chose qui ne va marcher que dans 10 ans après. Et pendant un certain laps de temps. Voilà, et pendant un certain laps de temps, voilà. Et en plus, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nouveaux éditeurs, comme, je sais pas si on dit Nueve ou Noëv. Voilà, qui arrivent avec des titres hyper osés. Oui, c'est le cas de Five Star Story, qui est un de mes mangas préférés, mais qui est quand même très atypique. Ouais, et puis une super édition qui est... Voilà, il y a qu'un jeune éditeur qui est capable de prendre des risques et qui n'a pas forcément le seuil de rentabilité derrière. Ouais, qui peut prendre le risque exactement de faire ce genre de titre. Chez un gros éditeur, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que t'as plein de niveau trucs. Du papier, des stocks. Voilà, t'as plein de charges qui rentrent sur le bouquin qui fait que certains livres, t'as envie de le faire, ça te démange, mais tu ne peux pas parce que voilà, c'est comme les banquiers quand ils accordent des prêts, c'est que t'as un nombre de risques que tu peux prendre dans l'année, tu peux pas, voilà. Et puis dès que tu dépasses ton nombre de risques, bon, on arrête là, c'était gentil tes 3 bouquins, mais voilà. Donc du coup, effectivement, et comme moi je suis très borderline sur les titres que je fais parce que je prends toujours des risques voilà, dessus. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a des bouquins que je suis obligé de mettre à côté. Par exemple, il y a un bouquin que j'ai là, que je vais faire l'année prochaine, mais j'attendais, je sais pas si tu connais le manga Detroit Metal City. Detroit Metal City. Voilà. Et l'auteur a fait un nouveau manga j'ai vu qui est sorti cette année, il y a pas longtemps. Voilà, au Japon. Qui était sans... Ah non, c'est pas Wakasuga, Oui, mais c'est plus vieux que ça, parce je crois qu'on est déjà au 7e volume. Mais il a ressorti une histoire il y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Et normalement, je voulais le sortir cette année, mais comme j'avais déjà 2-3 titres comme Pilote sacrifié qui étaient un peu risqués, donc du coup, je l'ai mis à l'année prochaine. Ça va venir alors. Voilà, oui, mais il est génial. Mais après, c'est un titre atypique, hein. C'est une créature qui apparaît devant un lycée. Detroit Metal City, c'est voilà. Oui, il est assez barré, j'adore. Et donc du coup, ça fait partie de ces titres que des fois que je décale pour le minimum risque, qui fait partie de cet ensemble et que je vais faire, voilà. Et donc c'est Pilote sacrifié, typiquement. Ouais. Ça fait partie comme l'homme qui tua Nobunaga. Oui. Ça fait partie de ces titres qui sont typiquement des titres qu'on ne vend pas énormément. Oui, c'est sûr, hein, c'est historique. Voilà. Exactement, ou qui se vendent longtemps après, ou sur le très 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 long terme. Donc du coup, ça fait partie du capital risque, mais que j'essaie de garder au catalogue. C'est bien, il faut. Mais pareil pour le shoujo, je fais beaucoup moins de shoujo maintenant. Déjà, Soleil en fait plein, donc les gens qui aiment. Et puis après, en ce moment, il y a plein d'éditeurs qui font du shoujo. Donc j'essaie toujours de faire des shoujo qui sont un petit peu adultes, un petit peu atypiques, qui cassent un peu les codes, etc. Mais j'en fais moins. Parce que je l'ai fait pour un certain nombre de personnes qui sont fans et qui vont être au rendez-vous de ce type de collection. En fait, si tu regardes l'intégralité du catalogue, que ce soit avant comme maintenant, en réalité, la ligne conductrice est toujours restée la même. C'est toujours un truc très borderline qui est fait pour des gens qui vont aimer ça. Qui sont passionnés. Effectivement, les gens qui aiment le mainstream ne s'y retrouveront pas forcément.
Mais effectivement, les gens qui aiment le petit côté, et ça marche aussi pour Blue Box, parce que il y a des gens qui vont dire ouais, Blue Box c'est un blockbuster. Non, pas tant que ça. C'est quand même un manga de sport. Blue Box, il y a 2 sports. Habituellement, c'est toujours un sport dans les shonen. Parce que t'as aussi Black Box. Oui, aussi. Voilà. Et donc, il y en a plein avec Box en plus. Voilà. Et Blue Box, c'est une comédie sentimentale en même temps. Ça mélange pas mal de genres. C'est déjà atypique que ça ait eu un tel succès dans le Jump, mais c'est aussi pour ça que j'ai flashé pour ce titre, parce que ça rentre dans ce côté upgrade de la comédie sentimentale. En fait, depuis le début, depuis Video Girl, on a cette ligne conductrice de la comédie sentimentale. Et alors, il y en a certaines que j'aurais rêvé d'avoir, mais que j'ai loupées, parce que les cher, machin, mais on s'en fout, c'est pas très grave. Non, Touch, c'est différent. Touch, c'est plus une bagarre avec l'éditeur au Japon. Pour les titres d'Adachi, parce qu'on a eu une longue bataille dessus, et c'est une longue histoire. Non, c'est au niveau des comédies sentimentales, depuis Video Girl, qui est de la comédie sentimentale pour les hommes, ou pour les ados, comme on préfère, en fait, j'ai toujours essayé de faire des comédies sentimentales qui apportent toujours quelque chose de nouveau. C'est le cas, par exemple, avec Love X Dilemma, où les héros couchent ensemble dès le premier volume. Donc je trouvais que ça apportait quelque chose de nouveau. Donc en fait, dans toutes ces comédies sentimentales, à chaque fois, c'est upgrade. Et je trouve que Blue Box rentre dans cette lignée de la comédie sentimentale qui apporte encore un niveau différent, qui est pas le truc du mec qui a 15 nanas qui est amoureux de lui, et puis après, ça met 18 volumes à ce qu'il puisse retrouver celle qu'il préfère au milieu des 15 000 nanas. Donc là, il y a quelque chose d'un peu atypique, ça apporte, comme Love X Dilemma, c'était un peu aussi le cas. Donc, et en plus, Love X Dilemma, il y a eu plein d'éditions spéciales, des trucs comme ça. C'est dommage, au début, j'ai réussi à intégrer des pages inédites dans les volumes reliés, qui n'étaient pas dans les versions originales, mais c'est devenu un peu compliqué avec l'éditeur japonais, ça lui donne beaucoup de boulot, et comme c'est pas des grosses ventes, donc du coup, il trouvait que ça, en fait, pour nous, ça va. C'est plus pour l'éditeur, parce que c'est beaucoup de travail pour une rentabilité, et comme ils font ça que pour nous, Après, c'est le cas de certains livres où on a souvent ce cas où, par rapport au nombre de ventes et ce que ça rapporte à l'éditeur japonais, parce qu'on pense jamais à ce petit détail, c'est qu'une partie des livres qu'on vend revient à l'auteur et à l'éditeur. Mais il faut compter tous les gens qui travaillent au Japon sur ces livres. Ils prennent du temps. Et si ça ne couvre pas non plus leur salaire, c'est très compliqué de faire un livre, de travailler pour un éditeur à l'étranger pour en vendre 500, alors que ça va même pas couvrir le salaire de la personne au Japon qui a fait ce travail. Donc des fois, ça peut être très très long pour renouveler les droits, pour obtenir des choses, etc. Et puis, en fait, on a l'impression souvent, quand on est lecteur de manga, que la section internationale au Japon, c'est un truc immense, avec des coupes en or partout, etc. Non, les sections internationales, dans le manga au Japon, c'est un peu la même chose. Alors, pour certaines boîtes comme Shueisha, c'est un peu différent. Le Shueisha, c'est développé. Puis en plus, ils vendent en plus des tonnes de livres. Ils ont des livres qui cartonnent depuis des années, qui rapportent comme Dragon Ball, etc. Mais pour la plupart des autres, c'est un petit secteur à l'intérieur de la boîte d'édition, souvent qui ne compte qu'une seule personne, qui en plus souvent a une mauvaise image dans la boîte, parce que dans la boîte, les gens ont l'impression qu'il part à l'étranger, il fait la teuf, il est payé partout, il a des restos partout, alors que le pauvre malheureux, il fait la France, l'Espagne, l'Italie, tous les pays d'Amérique du Sud, etc. Et c'est un boulot phénoménal. Et donc, du coup, en fait, des fois, il est obligé de choisir, donc mettre de côté certains dossiers. Il y a, par exemple, il y a un éditeur qui s'appelle Overlap. C'est lui qui fait comment ça s'appelle, Harry Fureta. C'est un éditeur qui est très très lent. Voilà. C'est un éditeur qui est très très lent au travail parce qu'ils ont qu'une personne qui s'occupe de ça. Pour tous les pays, c'est pas une priorité chez eux, parce que c'est le Japon qui est la priorité. Donc ça met beaucoup de temps pour qu'ils puissent gérer les dossiers. Donc des fois, il y a des séries comme ça qui peuvent s'espacer. C'est pas forcément parce que l'éditeur n'aime pas le titre ou que le titre se vend pas. Par exemple, il y a chez Ototo, il y a Get, qui est un manga que j'adore. Il y a plein de temps entre chaque volume. Nous, on connaît bien ça parce que c'est le même éditeur qui fait Diane Retry chez nous. D'accord. Entre chaque volume, autant de mourir 2 fois.
l'éditeur, il nous envoie d'abord un mail. J'ai bien reçu votre mail pour la suite de série. Le temps du mois, nous allons discuter pour voilà, accusé réception. Nous avons une réunion. C'est OK. Nous allons vous faire le contrat pour le volume suivant. T'attends. 6 mois plus tard. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Et donc, si tu veux, tu as des titres comme ça qui peuvent mettre... Rallonge, qui peuvent mettre un temps phénoménal. En France, on n'y est absolument pour rien, quoi. Oui, voilà. En fait, tu as plein de données qui rentrent en ligne de compte. Alors ça, c'est les données, même quand le titre fonctionne. Après, tu as aussi les données quand le titre fonctionne pas, où tu as des livres, par exemple, que tu vas vendre à 400 ou 500 exemplaires parce que c'est voilà, le livre il n'a pas trouvé son public, etc. Donc c'est la même chose. Tu es obligé de trouver des imprimeurs pour le faire, trouver des systèmes pour le seuil de rentabilité, etc. Donc tu as toutes ces données. Alors en ce moment, on est dans une période un peu bénie parce que tout se vend plus ou moins bien. Donc effectivement, même pour ces titres-là, ils connaissent une nouvelle vie et donc on peut les ressortir. C'est aussi pour ça que j'ai profité de mettre plein de titres dans les tuyaux aussi. En même temps, voilà, il y a les Liar Games qui vont arriver, voilà, plein d'anciens titres comme ça qui vont arriver. Après, il y a aussi le problème de papier. En ce moment, il y a plus, voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait le piment, qui fait le. C'est comme un shonen. Voilà. Ouais. Puis j'ai découvert le papier sans bois. Faut qu'il y ait des épreuves. Voilà, ça c'est le nouveau truc. Le papier sans bois, en fait, c'est un papier qui est pas comme du vrai papier, voilà, qui est une nouvelle matière qu'on a créée, qui existe depuis un moment, mais ça coûtait très cher. D'accord. Donc, pas. Et maintenant, les éditeurs en France commencent à tester ça, puisque ça revient le même prix que du papier normal. Donc, du coup, ça permet de pallier à ça, sauf que on fait forcément nouveau genre, nouvelle découverte. Par exemple, on l'a utilisé sous le manga mix. Ok. Voilà, et on a découvert qu'à main égale, alors la main, c'est l'épaisseur du papier. Ouais. En fait, plus tu as une main forte, plus ton papier sera épais, voilà, et plus elle est faible, forcément plus il sera transparent. On a découvert que par exemple, à main égale, en fait, le papier sans bois est beaucoup plus transparent. D'accord. Mais c'est le genre de truc que tu peux découvrir en testant des nouvelles choses. Et est-ce que bon là, t'as super bien développé la partie Delcourt Tonkam manga. Alors, c'est vrai que comme je fais pas beaucoup d'interviews pour Delcourt Tonkam, mais ton t-shirt là, ce n'est pas un manga si je ne m'abuse. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Parle-nous. Alors sur les leveling. Ce serait-il pas un webtoon? Exactement. En fait, en 2016, oui, c'est à peu près 2016, j'étais un peu, on va dire, j'étais dans une phase dans mon travail qui me laissait beaucoup de liberté, en tout cas qui était un peu spéciale. C'était une époque un peu spéciale, donc du coup, je me suis passionné pour plein de choses, et puis j'ai découvert les dramas coréens grâce à un drama qui s'appelait Boys Over Flower. Et j'ai eu le coup de foudre pour ce drama, donc ça m'a incité à regarder d'autres dramas coréens, Mon amour venu des étoiles, Moonstar, Dream Eye, etc. Et de là, en fait, j'ai été en Corée, pour découvrir la source, etc. Et puis, quand j'étais en Corée, j'ai repris contact avec des anciennes personnes avec qui j'avais des bons contacts il y a très longtemps, de l'époque des tout débuts de Tonkam, où on avait fait des manhwas. Oui. On avait fait une collection qui s'appelait Hypnose, où on avait sorti Shoma, Rambo, Red Hawk, etc. Et donc, j'ai repris contact avec ces gens-là, et ces gens-là ont commencé à me faire découvrir un peu le webtoon à l'époque. Et puis, j'ai un copain qui m'a dit, vu que tu t'intéresses au webtoon, il m'en a conseillé 2, dont Solo Leveling. Et quand j'ai lu Solo Leveling, j'ai fait, mais c'est une tuerie, il faut que je le fasse. Donc je l'ai acheté en douce. C'est-à-dire en gros, de temps en temps, comme c'était une époque où je devais faire valider tout ce que par plusieurs personnes, tous les titres que je prenais. Ça n'a pas suivi le chemin. Voilà, ça n'a pas vraiment suivi le chemin que ça aurait dû prendre, parce que de temps en temps, je faisais passer un titre en douce. Et donc, j'ai pris ce titre-là, parce que c'était vraiment un coup de foudre, et pour moi, il fallait le faire absolument. Mais c'est un risque gagnant, là. Non, parce qu'à l'époque, alors déjà, pour te dire à quel point c'est... Maintenant, oui, mais... C'est quand même une belle réussite, là. Mais si tu veux, pour te dire, c'est un titre que j'ai payé vraiment
pas cher du tout, parce que l'éditeur en fait s'attendait pas à ce que je vienne le voir pour demander ce titre pour en faire une version papier, parce qu'il y en avait pas non plus en Corée, etc. Papier, donc pour lui c'était vraiment un ovni le fait que je demande ce livre. Et puis donc du coup j'ai mis ce livre dans les circuits, et donc du coup j'ai commencé à regarder d'autres webtoons que je voulais. Et puis entre temps Guy Delcourt a eu un coup de foudre pour le principe du numérique, du webcomics, parce que ça brisait les codes et c'était enfin un vrai renouvellement à la bande dessinée. Donc du coup, il est venu me voir, il m'a fait oui, vu que tu t'intéresses à la Corée et que tu es fan de la Corée, voilà, tu es sur le projet Corée, on veut faire une plateforme de... Donc à ce moment, comme j'avais déjà les livres, on a retardé la sortie des livres que j'avais dans Solo Leveling de façon à pouvoir créer cette plateforme. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé, ça a retardé la plateforme, etc. Et donc, ça m'a aussi permis de créer toute une stratégie là-dessus, parce que comme je me voyais comme le premier à sortir du webtoon papier en France, il y avait quand même Dailytoon qui existait, mais Dailytoon existait depuis 6-7 ans et c'était encore... voilà, et c'est quand il y a eu le Covid que ça a explosé, etc. Et puis en plus, les éditeurs au Japon, en Corée, quand ils ont appris que Delcourt, qui était une grosse boîte de BD, s'intéressait à ça, ça a créé aussi une effervescence là-bas, etc. Parce que tant que ça restait une société, qui était spécialisée là-dedans, c'était un petit phénomène, mais à partir du moment qu'un gros éditeur français s'intéresse à ça, ça devient tout de suite, ça veut dire que ça a de l'importance. Donc ça a pris une importance phénoménale là-bas autour de ça. Et puis, donc dans ma stratégie, j'ai vu les gens de la Fnac, de Cultura, de tous les services pour essayer de leur expliquer ce qu'était le Hallyu, ce que le webtoon devait devenir et allait devenir, parce que j'avais eu cette expérience dans le manga au tout début, parce que quand les premiers mangas sont arrivés, c'est ce que je disais au tout début, c'est arrivé par les États-Unis, avec entre autres Viz USA, etc., avec Akira, Appleseed, etc. Donc quand c'est arrivé en France, beaucoup étaient en format comics, et vendu dans des magasins de comics comme Album, etc. C'était vraiment un circuit comics et destiné avant tout aux lecteurs de comics. Le lecteur de manga n'existait pas vraiment à cette époque. Et donc, du coup, c'était vendu à des lecteurs de comics. On disait, les lecteurs de comics doivent forcément, comme ils aiment le comics, doivent forcément aimer le manga. Voilà. Et donc, ça a retardé aussi en même temps l'évolution rapide en fait du manga, parce que du coup le manga a mis quand même pas mal de temps c'est resté pendant très longtemps un truc intimiste pendant tous les 90 jusqu'à 2000 en fait la première vraie explosion du manga ça a été 2004. Voilà, c'est vraiment le moment où ça a doublé le nombre de sorties chaque mois, etc. Par rapport, quel a été le déclencheur? Tu vois ça comment? Parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants. Il y avait bien sûr, en fait, avant 2000, tu avais quelques éditeurs comme Glénat, nous forcément, Tonkam. Il y avait Casterman qui en faisait, mais c'était très intello. Kana est arrivé aussi. Kana est arrivé et Pika, mais ça restait en fait une petite famille. Avec 6 titres par éditeur, pas plus, avec des ventes qui restaient quand même, somme toute, restreintes. C'était pas les trucs incroyables, etc. Et puis, dès que tu passes 2000, avec l'arrivée de nouveaux arrivants comme Delcourt, etc., Kyun, etc., en fait, ça prend une autre ampleur. C'est là que commence la période de la grosse promo. Par exemple, faire des vidéos pour vendre ses mangas, etc. Donc, tu as une vraie explosion qui commence à se produire. Et en fait, entre 2000 et 2004, tu as un changement, un bouleversement de la vie du manga. Et à partir de 2004, hop, on est arrivé dans un grand courant qui dure de 2004 à 2014, puisque 2014, ça a été la première année où tout le monde a connu qu'il y a eu la première baisse même au Japon, etc. Ils avaient connu ça. Et puis après, à partir de 2016, ça a bien repris. Et puis depuis, c'est pas ça, c'est ça. Quasiment. Voilà. Et donc, je voulais éviter ça. Donc, présenter en fait le webtoon comme une BD d'une nouvelle génération, parce que en France, la France est un pays qui est un dévoreur de culture. En fait, on s'en rend pas compte, mais la France est un pays qui prend les cultures des autres, qui les avale, qui les digère et qui l'intègre à ça. Non, pas vraiment comme le Japon, parce qu'au Japon, il y a que le manga qui marche. Il y a un petit peu de webtoon, mais tu trouves que du manga. Ils ne prennent pas vraiment les cultures des autres. Pas les cultures, mais voilà, il y a... Oui, mais c'est des petits éléments qu'ils prennent.
Mais après, ça devient des éléments japonais. Ouais. Mais c'est des petits trucs qu'ils prennent. Mais tous les pays font ça. Les États-Unis le font, c'est un petit peu de sel. Alors qu'en France, on la prend à bras le corps. Le manga, on n'a pas dénaturé le manga. Alors, en France, mais après. Oui, mais en France, le manga, c'est le pays au monde où les mangas français ressemblent plus aux mangas japonais. C'est-à-dire que on le digère et ça devient un truc du pays, clairement, sans le dénaturer. Et donc, ça a toujours été comme ça. Ça a commencé pour la BD dans les années 50 avec les fumetti italiens, qui étaient les petites BD en noir et blanc. Il y avait Martin Mystère, Black le Rock, Rodeo, etc. Qui étaient un peu comme les mangas d'ailleurs, des petits formats noir et blanc de ton arrière-grand-père. Voilà. Et donc, ça marchait bien. Et après, il y a eu d'autres genres qui sont arrivés. Il y a eu les BD venus d'Argentine. D'accord. Avec Mafalda. Bon, il reste plus que Mafalda. Il y a eu toute une période avec plein d'auteurs venus d'Argentine. Il y a eu même des auteurs des pays de l'Est à un moment donné avec des trucs de Gladiator, etc., etc. Et donc, c'est le même cas pour le comics dans les années 70 à 80, ou dans les années 80, le comics, ça cartonnait, etc. Puis après, il y a eu le manga qui est arrivé. Et ben, le webtoon, c'est un peu la génération suivante. Parce que c'est pas forcément les mêmes lecteurs qui le lisent. Et c'est même dangereux de forcer, et c'est un peu ma grande peur aujourd'hui avec le manga, qu'on force le webtoon pour dire aux lecteurs de manga, c'est pour vous. Doivent s'orienter vers ça. Voilà, non, c'est pour... bien sûr qu'il y a des gens dans le manga qui sont ouverts. Il y en a, comme il y a des lecteurs de comics qui adorent les mangas. Il y a des lecteurs de mangas qui vont adorer les webtoons et qui adorent le webtoon. C'est quelque chose de normal, parce que tu as des gens qui sont très ouverts. Et puis tu as des gens qui vont être totalement fermés à ça, qui vont trouver ça pas intéressant. J'ai une collègue, quand elle a lu, quand je lui ai présenté Solo Leveling et les premiers webtoons, elle m'a dit... Il n'y a pas d'histoire, c'est pas intéressant, ça parle de rien, ça a aucun intérêt. Et je lui ai dit, ça y est, t'es devenue ta maman. Ouais. Voilà. Parce qu'elle avait passé un cap. Et tu as des gens qui sont comme ça. Donc, je dis, si on n'aime pas le webtoon, c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude. C'est une autre façon de raconter des histoires. Ouais. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste que, on rentre ou on rentre pas. Et donc, il y a une génération qui s'appelle le Hallyu, qui est des gens qui aiment la K-pop, qui aiment les trucs coréens. Ça va avec, tout comme les gens qui aimaient le manga au départ, tu as eu des gens qui étaient passionnés par la J-pop, par le Japon en général, qui avaient envie d'aller vivre au Japon. J'ai plein de copains qui vivent au Japon, qui sont mariés avec des Japonaises, qui ont créé des boîtes là-bas, qui ont tout abandonné. Donc c'est normal, ça va avec la culture. Donc voilà, ça a des éléments culturels. Donc pour le webtoon, c'est exactement la même chose. C'est une continuité de la BD. Le problème qu'il y a, c'est que si on l'amalgame trop, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va faire comme le manhwa en 2000, qu'on a vendu comme du manga. Voilà, et que les gens, en fait, ils ont fait un rejet total parce que c'est pas pareil. Et il y a une grosse différence fondamentale entre le webtoon et le manga, en dehors de raconter l'histoire, c'est que dans les mangas, les auteurs y incrustent, comme tu disais, du sel d'autres choses. Tu vois, des choses qu'ils ont vues, par exemple, ils ont vu, un truc dans un film. Ils vont l'intégrer, un peu Dragon Ball comme avec les cyborgs de Terminator. Ouais. Voilà, ils vont l'intégrer à l'intérieur. Donc ils font énormément ce genre de choses et tu peux visiblement voir les clins d'œil très facilement. Ouais. Ils se cachent pas souvent dans le manga de faire un clin d'œil à quelque chose. Akira, par exemple, le film, quand tu regardes, le film commence avec la boule noire qui s'écrase dans Tokyo et qui détruit tout. Ouais. Si tu reviens des années en arrière et tu te dis que Otomo était jeune à l'époque où il y avait Albator commence, t'as une boule noire qui arrive au milieu de Tokyo, au même endroit. Tu te dis, c'est un clin d'œil. C'est ça. Voilà. Dans le webtoon, c'est différent. Le webtoon, c'est une BD qui est beaucoup plus à l'écoute du public tout de suite, qui change chaque semaine. Si ça marche pas, il y a le ranking qui est là pour dire, on va arrêter sur 3 volumes, on va modifier l'histoire. Alors ça existe avec le Jump ou les magazines japonais, sauf que ça ne fonctionne pas de la même façon parce que déjà il y a une différence entre le moment où on reçoit le petit coupon dans le magazine et qu'on va dire voilà, il y a ça qui joue et puis c'est pas instantané parce que il y a plein de bouquins qui ne se sont pas du tout vendus quand c'était dans le Jump, qui était à la dernière place du Jump puisqu'il y a le classement, mais quand ça sort en papier ça fait un carton. Tu vois, par exemple, tu prends le Witch Watch qui sort chez Soleil. Witch Watch, quand tu regardes le classement, il n'est pas forcément à côté de Dr Stone, etc. Mais les ventes papier sont énormes. Donc, voilà, c'est exactement un peu la même chose. Sauf que les changements, quand l'auteur fait des changements à l'intérieur de son livre, c'est
voilà, c'est beaucoup plus global. Alors que dans le webtoon, c'est vraiment des changements qui peuvent d'une semaine à l'autre être assez radical, voilà, là-dessus, parce que il y a souvent trois épisodes de différence qui sont pas encore mis en ligne. Donc, il peut tout de suite modifier 2-3 cases, 2-3 trucs à l'intérieur pour tout changer. Voilà. Donc, le webtoon, c'est la révolution de la nouvelle génération. Et donc, je suis content d'être le premier à apporter ça. Voilà. Et ça a été un long travail parce que par respect pour les lecteurs, j'ai voulu refaire les mises en page parce que je trouvais que jeter des cases de webtoon sur une page avec plein de blancs autour, c'était pas très bien parce que on paie, voilà, c'est pas respectueux parce qu'on paie un manga ou on paie un livre globalement, ça coûte un certain nombre de prix et ça fait partie des choses à faire, surtout quand on démarre, parce que ça permet de placer la ligne pour les autres qui arrivent. Et c'était un peu la même chose qu'on avait fait au tout début, quand on avait commencé avec Video Girl en mettant la jaquette dessus et ensuite en mettant le sens japonais, etc. Du coup, ça a créé une ligne. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde, c'est normal. Voilà. Et ben, c'était un peu le même principe. Impensif. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie. De nous avoir informé. C'était un plaisir. On se dit au revoir et puis à très vite pour une nouvelle interview. Voilà. Salut. Lisez du Jojo.